bienvenue à vous sur cette conférence live en direct du Flip avec Cédric donc, qui est avec nous depuis Lyon. La conférence va donc porter sur le jeu et l'apprentissage, ou plutôt jeu et apprentissage, puisqu'il va y en avoir plusieurs. Et l'idée, c'est qu'avant d'aller un petit peu plus loin sur le contenu de la formation et de la conférence de ce soir, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que FM2J, parce qu'avec Cédric, on représente tous les deux FM2J ce soir. Et donc FM2J, c'est tout simplement l'acronyme pour le Centre national de formation au métier du jeu et du jouet. Donc on est basé à Lyon et globalement on va intervenir un petit peu partout à travers toute la France, aussi également à l'étranger. Et donc soit c'est globalement les personnes qui viennent dans nos locaux et qui suivent des formations chez nous, soit c'est nous qui nous déplaçons un petit peu partout. Globalement, chez FM2J, notre ambition, c'est tout simplement de contribuer à valoriser et à défendre l'utilisation du jeu libre auprès de tous les publics et tous les professionnels. Donc tous les professionnels qui sont susceptibles d'utiliser le jeu dans leur pratique peuvent être globalement intéressés par tout ce que nous, on va pouvoir proposer. Pour répondre à cette idée-là, cette ambition-là, on va avoir différents objectifs. Déjà, tout simplement défendre le jeu libre et le côté plaisir du jeu. Défendre le jeu tout simplement comme objet culturel, social, thérapeutique et éducatif, bien sûr. Et redonner un petit peu aussi de motivation, d'outils, de conseils et d'aide aux professionnels qui, parfois, c'est peut-être un petit peu compliqué aussi. Donc là, on parle des professionnels de manière très, très générale, qui sont vraiment tous susceptibles d'utiliser le jeu. Donc ça peut être effectivement des enseignants, mais ça couvre beaucoup plus de domaines que ça. Donc on s'adresse également à par exemple, il y a différents secteurs, la gérontologie, santé handicap, enfance, petite enfance, médiathèque, ludothèque, bibliothèque, et bien sûr tout ce qui est lié au secteur éducation. Voilà, donc l'idée c'est que là vous voyez un petit peu mieux, je pense, qu'est-ce que nous on est capable de proposer. Tous ces secteurs-là on les couvre à travers des formations, des conférences et des recherches-actions. Et puis, si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur FM2J, vous avez notre site internet avec toutes les infos qui sont dessus. Voilà. Donc, je pense que maintenant vous voyez un petit peu mieux. On va pouvoir se présenter avec Cédric aussi. Donc, vu que j'ai commencé à présenter, là, je vais me présenter d'abord, puis je laisserai Cédric prendre la main juste après. Du coup, moi, c'est Timothée Roux. Donc, je suis à FM2J depuis 8 mois maintenant. Je suis responsable du secteur du développement en fait, de la formation à distance et je suis adjoint au secteur éducation et bien sûr formateur aussi à côté. L'idée c'est que j'ai un parcours un petit peu multicasquette on va dire puisque j'ai à la fois des masters en sciences d'éducation et en sciences du jeu, donc côté un petit peu théorique. Et également pas mal d'expériences de terrain avec des animations festivals, donc 7 ans d'ailleurs sur le Flip, mais pas que, à travers d'autres salons européens, à travers aussi du bar à jeux, des écoles, etc. Donc l'idée c'est un peu d'avoir cette double casquette-là et d'avoir cette vision un petit peu, et c'est exactement un petit peu comment se place FM2J, c'est-à-dire concrètement avoir ces connaissances théoriques-là sur le jeu et être capable de les transmettre de façon claire, en fait, tout simplement à des professionnels et accessible pour qu'ils puissent les utiliser dans leur pratique à eux. Du coup, Cédric, je vais te laisser reprendre la main pour te présenter également. Très bien, bonsoir à tous. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous ce soir depuis Lyon, avec un décor un peu plus sommaire que le vôtre. J'ai l'impression qu'il y a le son et lumière de votre côté. Ça va être un petit peu plus sommaire, mais en tout cas, je suis ravi d'être ici et de partager ce moment ensemble. Je voulais d'abord remercier tous les organisateurs du Flip, évidemment, et Timothée pour l'organisation de cette conférence. Et pour me présenter brièvement, donc je suis Cédric Guéraud, je dirige le centre de formation FM2J que Timothée vient de vous présenter. Et rapidement, moi j'ai un doctorat en sciences de l'éducation et j'ai été co-auteur d'un ouvrage l'année dernière, 100 idées pour faire classe autrement. Et vous imaginez bien que dans ces 100 idées, je parle du jeu en tant que potentiel outil d'apprentissage pour faire classe autrement. Du coup, là, c'est qu'on va vous présenter une conférence en 3 parties. Peut-être, Timothée, tu peux présenter les 3 parties et je reprendrai tout de suite la main sur la première partie. Alors, effectivement, dans une première partie, c'est Cédric qui va commencer et qui va retracer un petit peu l'histoire du jeu et la relation finalement entre jeu et apprentissage de l'Antiquité jusqu'à maintenant, donc jusqu'aux sciences contemporaines d'aujourd'hui. Ensuite, moi je vais vous présenter un petit peu les apports en fait, des neurosciences sur cette question-là de l'apprentissage et on va voir qu'il y a une proximité quand même assez forte avec le jeu
Voilà, donc on va essayer de mettre en avant un petit peu tout ça. Et après, Cédric va reprendre la main sur une dernière partie où on verra un petit peu plus l'application pratique, hein, c'est-à-dire comment organiser une séance de jeu pour favoriser au maximum les apprentissages. Donc globalement, ça va être un petit peu comment placer le curseur entre jeu dirigé et jeu libre. Mais Cédric y reviendra dans la dernière partie. Du coup, je vais te laisser la main et puis dès qu'on aura fini cette première partie, c'est moi qui vous rejoindrai, qui reprendra la main sur cette conférence. Très bien. Et le temps de partager l'écran. Normalement, ça devrait être bon dans quelques secondes. C'est bon pour vous, je pense. Ouais, c'est arrivé. Très bien. Donc, du coup, l'objectif de cette première partie, c'est de vous montrer que finalement, ce lien entre jeu et apprentissage, il existe depuis longtemps, et voire même depuis l'Antiquité, mais qu'il a été valorisé au fil du temps et au fil du siècle. Et rapidement, on va passer en revue trois grandes idées qui ont enrichi ce lien entre jeu et apprentissage. Hop. Sur une première partie, sur une première idée, on va voir qu'à l'Antiquité, déjà, on faisait un lien entre jeu et apprentissage, mais on le faisait de façon indirecte. C'est comme si le jeu contribuait de façon indirecte à l'apprentissage. À partir du 15e, 16e siècle, le jeu a été vu plutôt comme un support de motivation pour l'apprentissage. Et avec les sciences contemporaines, elles ont réussi à témoigner et à prouver que finalement, le simple fait de jouer était au service d'apprentissage multiple. Donc, vous allez voir que progressivement, le jeu est venu rentrer dans la classe, dans l'entreprise, pour être au service de plusieurs apprentissages, mais tout ça a été très, très progressif. Sur la première idée, comme quoi le jeu pourrait contribuer, mais de façon indirecte à l'apprentissage, cette idée nous vient d'un philosophe qu'on connaît tous au moins de nom, puisqu'il s'agit d'Aristote, un philosophe de l'Antiquité, qui a posé finalement une théorie qu'on appelle la théorie du délassement, où il essaye de nous montrer, de nous prouver que la relation entre jeu et apprentissage, elle est indirecte, dans la mesure où le simple fait de se délasser, le simple fait de jouer, va être au service de l'apprentissage à venir. C'est-à-dire, c'est comme si, pour apprendre, il fallait déjà se délasser. C'est comme si le délassement et l'apprentissage étaient liés l'un et l'autre. Comment il en est arrivé à cette idée ? Il s'est d'abord interrogé sur le lien entre le jeu et le bonheur. Ça a été sa première interrogation. Il s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il y a un lien entre jeu et bonheur ? Pourquoi il se pose la question ? Parce qu'il se rend bien compte que finalement, le jeu procure des sensations agréables. Il se rend compte que le jeu est source de plaisir et que finalement le plaisir et les sensations agréables peuvent être des ingrédients au bonheur. Et donc, à partir de là, il s'interroge sur ce lien entre jeu et bonheur. Et s'il y a un lien, ça voudrait peut-être dire que la fin de l'homme serait de jouer. Donc, il examine attentivement ce lien-là et il en arrive, après un long examen, à la conclusion suivante. Non, malheureusement, le jeu ne peut pas être une fin en soi. Il ne voit pas un lien direct entre jeu et bonheur, puisqu'il va nous dire que ce n'est pas dans le jeu que consiste le bonheur. Il serait en effet étrange que la fin de l'homme fût le jeu et qu'on dût se donner du tracas et du mal pendant toute sa vie afin de pouvoir s'amuser. Donc, on y a cru un moment entre ce lien entre jeu et bonheur, et finalement, la finalité de l'homme serait de jouer. Mais après examen, Aristote disqualifie cette idée pour replacer le jeu à l'extérieur de tout ça. Pour autant, pour lui, en effet, si le jeu ne peut pas être une fin en soi, il parle plutôt que l'objectif de l'homme, c'est plutôt de se soumettre à des activités vertueuses et notamment le travail. Voilà, l'homme doit travailler, mais finalement, l'homme qui travaille, il se rend compte qu'il a quand même besoin de délassement. C'est-à-dire que pour atteindre finalement cette fin à travers le travail, il a besoin, cet homme, de délassement. Et il va nous dire que le jeu est en effet une sorte de délassement. On le voit tous, quand on est en train de jouer, on est bien dans une sorte de délassement et qu'on en a besoin du fait que nous sommes incapables de travailler de façon ininterrompue et que nous avons besoin de relâche. Le délassement n'est donc pas une fin, car il n'a lieu qu'en vue de l'activité. Donc, dans cette première idée, finalement, qu'est-ce qu'il nous dit ? Que le jeu contribue de façon indirecte à l'éducation. C'est le travail qui justifie le jeu. Parce qu'on travaille, on a besoin de jouer. Parce qu'on travaille, on a besoin de récréation. Et que finalement, le jeu et la récréation, elle est même indispensable à l'effort. De façon indirecte, elle est même indispensable à l'apprentissage. Finalement, quand on veut apprendre, il faut s'intéresser à la récréation et au délassement.
Finalement, c'est depuis cette antiquité que nous vient l'opposition très forte qu'on ressent encore par moments entre jeu et travail. C'est comme si le jeu est vu de façon futile, de façon non sérieuse, et que le travail est quelque chose de sérieux. Souvent, on est dans cette opposition, ah ben toi tu joues, et ah ben moi je travaille, et toi tu es ludothécaire. Et finalement, cette opposition entre jeu et travail, elle nous vient de l'Antiquité, où finalement Aristote dissocie bien ces deux idées, ces deux idées de façon distincte. Pour autant, ces deux idées sont opposées, mais elles sont complémentaires. C'est comme si l'un n'allait pas sans l'autre. C'est-à-dire que le travail a besoin de jeu pour se nourrir. Et donc, un peu à l'image du yin et du yang, le jeu et le travail connaissent déjà une relation de proximité très forte. Donc, dans des idées, des citations d'autres philosophes qui reprennent l'idée d'Aristote, qui nous disent, au niveau de l'enfance en tout cas, mais c'est le cas chez les adultes également, qu'il faut laisser l'enfant reprendre haleine au milieu de la succession des tâches en gardant bien à l'esprit que toute notre vie se divise en repos et effort. C'est pourquoi ont été inventés non seulement la veille, mais aussi le sommeil, la guerre, mais aussi la paix, l'activité laborieuse, mais aussi les fêtes. En résumé, la pause est un assaisonnement au travail. Donc du coup, qui dit travailler, dit au bout d'un moment se délasser pour venir servir cette notion de travail. Et finalement, cette idée d'Aristote, elle est finalement encore bien contemporaine aujourd'hui, puisque la théorie du délassement d'Aristote connaît des applications contemporaines. Et favoriser les apprentissages, c'est s'intéresser à la récréation. On n'y penserait pas, mais finalement, s'intéresser à la récréation, c'est favoriser en quelque sorte les apprentissages. Et de temps en temps, c'est vrai que ça peut être un espace, le temps récréatif, qu'on néglige ou qu'on investit un petit peu moins. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais dans certaines cours de récréation, finalement, la qualité de jeu n'est pas toujours très bien pensée. Les enfants n'ont pas beaucoup d'objets ludiques et puis à cause aussi des soucis de sécurité, finalement, ils n'ont pas tant de jeux à part le ballon de foot éventuellement, à leur disposition. Et pourtant, si on favorisait davantage la récréation, eh ben, ça permettrait à ces enfants-là de se recréer. La récréation, ça veut dire quoi? Ça veut dire recréation. Et donc de recréer des forces pour pouvoir remobiliser leur attention sur le temps d'apprentissage, comme si l'un n'allait pas sans l'autre. Donc si finalement on s'intéressait davantage à la récréation, qu'on arriverait à mener des récréations de qualité, eh ben, ces enfants-là seraient encore plus disponibles à l'apprentissage qui suit la récréation. Voilà un petit peu cette première idée. Et finalement, avant de se lancer dans des apprentissages, même nous, ça serait de réfléchir à cette question du délassement. Donc, je vous propose une application concrète. Si on a envie que vous reteniez quelques informations sur cette conférence, on va essayer de mettre à profit cette première idée dans une application très concrète. Il est 21 heures. On se met un petit peu en route et peut-être, je ne sais pas quelle a été votre journée, mais c'est peut-être le moment de se délasser un moment avant de reprendre les contenus de la formation. Vous allez voir, ça va être très, très rapide. En une centaine de secondes, je vais vous proposer un premier temps de jeu et on verra un petit peu derrière ce que ça peut nous procurer. La séance de jeu que je vais vous proposer, elle s'inspire fortement d'un jeu que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Kaleidos. Je l'ai légèrement détourné pour pouvoir jouer de façon en visioconférence et à un nombre de joueurs important. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais changer de diapo, vous allez trouver une diapo avec une photo. Et dans cette photo, vous allez noter sur une feuille, vous allez noter dans votre tête, sur un temps imparti, le maximum de mots que vous voyez sur la photo, qui sont présents sur la photo et qui commencent par la lettre P. Donc, dans la photo qui va suivre, vous allez essayer de repérer tous les objets qui commencent par la lettre P et vous avez 100 secondes pour essayer de répertorier le plus grand nombre d'objets qui commencent par la lettre P. Vous pouvez le faire de tête, vous pouvez jouer le jeu avec un papier et un stylo. Et je vais vous donner une liste de 20 mots que j'ai repérés moi-même et vous calculerez votre score et votre note sur 20 si on est dans l'apprentissage. Donc voilà, je résume la consigne. Vous allez voir une image avec de très nombreux objets. Sur cette image, vous allez voir un chronomètre de 100 secondes et sur ces 100 secondes, vous allez essayer de repérer le maximum de mots qui commencent par la lettre P. Attention, c'est parti. Ça surprend un peu au début, on n'imaginait pas qu'il y avait autant d'objets. Je vous laisse essayer de repérer tous les objets qui commencent par la lettre P. J'en ai trouvé 20. Bon, j'ai eu un peu plus de temps.
Moitié du temps est écoulé. Il vous reste 50 secondes pour essayer de trouver encore des mots qui commencent par la lettre P. Il y en a bien plus que 20 d'ailleurs, je crois. C'est pas facile, hein, je vous l'accorde. Plus que 15 secondes pour les derniers mots. Donc là, c'est vrai que tu as choisi la lettre P, c'est ça, parce que c'est peut-être un petit peu plus facile pour une première partie sur ce jeu-là. Peut-être, oui, c'est vrai. Et voilà, la lettre P. J'espère que j'ai bien prononcé, hein, P comme papa. Maintenant, c'est un peu tard d'ailleurs. Très bien, je vais vous montrer une vingtaine de mots qui commencent par la lettre P. Et à chaque fois que vous avez un mot qui est dans ma liste, vous notez un point pour avoir un score sur 20. Je commence en bas de l'image. Là, vous avez le mot, par exemple, le pot ou le pichet. Il y avait un pot ou un pichet. Cédric, je te coupe juste une seconde. On a oui. un retour là dans la messagerie du Facebook. Donc, il y en a qui demandent si on peut avoir plus que 20. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez avoir plus de 20 mots, mais attention, l'idée, c'est d'avoir trouvé les mêmes mots que Cédric. Donc, finalement, votre score maximal, c'est 20. Ouais. C'est vrai, exact, oui, bien vu. Donc, pot ou pichet pour le premier point. Juste à côté, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous aviez des poissons. Allez, là, c'est un peu vicieux, hein. À côté des poissons, il y avait un peigne. Alors, je commence par le bas, hein, il n'était pas facile à voir. Un peu plus à droite, il y avait un parapluie qui se cachait ici. Et à côté du parapluie, des pantoufles. Si on remonte tout en haut à droite, vous voyez un porte-manteau ou un pater. Donc, si vous avez le mot porte-manteau ou pater, vous pouvez prendre un point également. Vous avez ici un portrait, voire même ici un policier, un point de plus. Là, c'est peut-être un plan de Londres, on dirait. Sur le bureau, qu'est-ce qu'on a qui commence par P? On a peut-être une pendule ici. On a une plume. C'est vrai que quand on les voit, ça nous paraît évident, mais on ne les voit pas systématiquement dans les 100 secondes. Ici, on avait une pipe. Ici, on avait une pomme. Ici, du poison, on pourrait croire. Enfin là, il fallait avoir l'œil aguerri pour trouver le poison. Ici, un placard ou une penderie. Placard, penderie. On pourrait dire qu'ici, il s'agit d'un pot de fleurs. Il y a le mot poster aussi qui a été proposé là dans le chat. Allez, je le mets. Il n'était pas dans ma liste, hein, alors je ne l'aurais pas dit, mais allez, c'est validé pour poster. Une paire de chaussures ou une paire de bottes, alors je ne sais pas si ça compte. Hein. Un piège à souris, on va dire que ça compte, parce que c'est la liste qui est la mienne. Un piège à souris. Là, ce n'était pas facile, mais vous avez peut-être vu certains, une partition. Une partition. On pourrait dire ici qu'il s'agit d'un porte-clés, hein, parce qu'il y a 3 clés. Un porte-clés ici. Allez, une pince ici. Je vous en donne un dernier. Et un pistolet. Voilà, je pense qu'il y en a d'autres et vous en avez sans doute trouvé d'autres qui n'étaient pas dans ma liste, mais comme le disait Timothée, comme le rappelait Timothée, le but c'était de trouver un maximum de mots qui commencent par P et qui sont dans ma liste. Je vous laisse éventuellement mettre votre score sur 20 pour que Timothée identifie le gagnant de ce petit premier jeu. Sur 20, est-ce qu'on a des gens qui ont la moyenne en tout cas? Non, ça c'est élevé. Hein. En sachant qu'il est possible qu'il y ait un petit délai avec Facebook, donc oui, là, on va attendre un petit peu, voir s'il y a des messages qui arrivent. Voilà. Mais bon, sinon, au pire, si vous avez joué le jeu à mettre votre score. En tout cas, voilà, c'est pour montrer que ce temps de jeu, pour les personnes qui ont joué le jeu, hein, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais pour les personnes qui ont joué le jeu, qu'est-ce qui s'est passé sur le retour de l'expérience qu'on vient de vivre? C'est que finalement, si vous avez joué le jeu, c'est que vous avez eu intérêt à jouer à ce jeu-là et vous êtes mis à vous concentrer pour trouver les mots, le maximum de mots qui commencent par la lettre P. Et finalement, si vous avez joué ce jeu-là, cette concentration, vous êtes aperçu que pendant les 100 secondes qui se sont écoulées, finalement, ce qui avait la chose la plus importante dans votre vie, c'était les mots qui commençaient par la lettre P. C'est-à-dire pendant 100 secondes, votre esprit était non préoccupé par toutes les préoccupations de la vie quotidienne, mais il était centré sur l'instant présent et vos préoccupations de vie quotidienne ont complètement disparu pendant les 100 secondes et vous étiez uniquement à la recherche des mots qui commencent par la lettre P, en tout cas pour les personnes qui ont joué. Finalement, le jeu
nous centre complètement sur l'instant présent. On pense qu'on maîtrise, mais il y a quand même une incertitude. Je pense pouvoir réussir, je me sens capable. Dans toute situation de jeu, on sent qu'on a une maîtrise suffisante qui nous rend capable, mais il y a quand même une incertitude. On n'est jamais sûr d'avoir finalement de gagner, d'avoir les mêmes mots que la liste de l'intervenant, par exemple. Et le fait que le jeu nous centre complètement sur l'instant présent, que le jeu suscite notre intérêt, que le jeu mobilise des compétences qui sont à notre disposition, mais que le jeu nous permette quand même d'avoir une certaine incertitude qui nous permette de nous engager, et ben c'est toute cette dynamique psychologique qui va créer un sentiment de plaisir, un sentiment de bien-être et un sentiment de délassement, dont parlait Aristote, de délassement. Et finalement, on l'a tous vécu et vous le vivez au quotidien lors de vos séances de jeu à Partenay, finalement, ça procure du délassement et donc c'est un petit peu cette idée de la récréation. Donc, il y a de la recréation lorsqu'on se délasse et cette recréation nous permet de retrouver de la disponibilité pour les apprentissages futurs. Donc, on espère que certains d'entre vous, malgré le court temps de jeu, ont pu se délasser pour remobiliser leur attention sur la deuxième théorie que je vais vous présenter. Alors, juste avant que tu enchaînes, c'est vrai que du coup, il y a eu quelques réponses. Là, on a eu 7 et 9 sur 20. Qui, même si effectivement, si on le rapporte au niveau scolaire, ne sont pas forcément des bonnes notes. En 100 secondes, c'est déjà une sacrée performance. Et on a aussi Romane, qui est donc animatrice Flip, et qui, elle, fait 15 points là sur les 20. Donc, pour l'instant, le record est à 15 points. 15, ah ouais, là c'est chapeau, parce que c'est vrai que trouver déjà 15 mots, c'est quand même pas évident en 100 secondes, parce que j'avoue avoir triché, avoir mis beaucoup plus de temps pour trouver les 20 miens, et qu'il y ait une telle compatibilité d'ailleurs à 15 mots, c'est plutôt pas mal. Du coup, la deuxième théorie, elle date d'un pédagogue qui s'appelait Erasme. Vous connaissez peut-être de nom. Là, on arrive au XVe siècle. Et lui, il va développer l'idée que le jeu peut être un support de motivation pour l'apprentissage. Comment il en arrive à développer cette idée-là? Comme tout pédagogue, il va s'intéresser à l'éducation des enfants. Et le fait de s'intéresser à l'éducation des enfants, c'est ça qui va l'amener à s'intéresser au jeu. Puisque pour lui, les études doivent paraître désirables pour mieux apprendre. C'est-à-dire, évidemment, si les enfants ou les adultes ont de la motivation pour apprendre, la qualité de l'apprentissage va être meilleure. Et il s'aperçoit très vite, quand il fait faire des exercices scolaires aux enfants, que dans leur temps libre, ils se mettent plutôt à jouer. Donc, il se dit, mais finalement, le jeu est un objet naturel de désir de l'enfant. Donc, s'il l'utilisait au sein même de l'école, ça pourrait faciliter les apprentissages. Donc là, Erasme, c'est le premier à introduire le jeu dans l'école. Il va l'introduire, mais il va l'introduire de façon détournée. Il ne va pas prendre tout à fait les mêmes jeux que vous avez, auxquels on joue au quotidien ou en soirée jeu ou pendant le festival, mais il va prendre l'idée du jeu, mais il va détourner un petit peu ce jeu-là, et parce qu'il veut s'en servir uniquement comme moyen de séduire, de tromper l'enfant, et uniquement comme un moyen et un support de motivation. Donc là, il va faire prendre à son exercice scolaire, les apparences du jeu. Et en fait, il est dans une ruse pédagogique en donnant les couleurs du jeu à une activité de lecture ou d'écriture ou de mathématiques. Ce qu'on comprend, c'est que finalement, le contenu du jeu est contrôlé. Il est dirigé en fonction d'objectifs didactiques précis et seule la forme est ludique. C'est comme si le jeu était un paquet cadeau, mais finalement, le contenu, on va plaquer des exercices de lecture, des exercices d'écriture, mais on va packager tout ça dans un jeu plus ou moins connu pour finalement, on va faire croire aux enfants qu'on joue, mais derrière, on ne cherche pas à les faire jouer, on cherche à leur faire un exercice scolaire. Et c'est ce qu'il a appelé la ruse pédagogique. Et si on prend une citation d'Erasme, il nous dit, lui, il voit le jeu, et il nous dit, le jeu doit illusionner l'enfant et le faire travailler sans qu'il s'en rende compte. Allez, les enfants, on va jouer et en fait, on fait un exercice scolaire. Alors, les enfants se leurrent pas, souvent quand ils sentent que c'est pas un jeu. Maîtresse, maître, c'est quand qu'on va jouer. Ils peuvent sentir eux-mêmes la ruse pédagogique de temps en temps. Mais cette ruse pédagogique, là encore, on est au XVe siècle, et on s'aperçoit qu'elle a été reprise et qu'elle a des applications tout à fait contemporaines. Et finalement, on retrouve cette même idée de ruse pédagogique à travers de nouvelles terminologies qui sont, elles, des terminologies de notre époque. Finalement, derrière cette idée de serious game, le jeu sérieux, qui est apparu dans les années 1970, il y a peut-être un peu de cette idée d'Erasme, c'est-à-dire que l'objectif premier du serious game n'est pas de jouer pour jouer, mais c'est pour mobiliser ou pour apprendre des compétences, des contenus didactiques ou autres. Et peut-être que on sent que le serious game peut être un petit peu dans la lignée de la ruse pédagogique d'Erasme, même si maintenant, aujourd'hui,
aujourd'hui, les serious games présentent vrais moteurs ludiques. On parle aussi des fois de learning game, le jeu éducatif. On peut parler aussi de jeu dirigé, lorsqu'on le dirige en fonction d'une stimulation cognitive ou lorsqu'on cherche à viser un apprentissage spécifique. Donc, on sent bien on peut encore avoir cette approche-là aujourd'hui. Un enseignant peut tout à fait s'inspirer d'un jeu connu et enlever le contenu du jeu pour y appliquer des exercices scolaires, mais garder la forme et certains mécanismes. Et ben, finalement, cette idée qui est encore en application contemporaine, et ben, elle aussi, elle date d'un certain nombre d'années, et notamment du XVe siècle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un jeu pédagogique? Si on reprend le jeu de tout à l'heure, imaginons je sois un enseignant en langue étrangère, par exemple en anglais. Je vais par exemple prendre ce qu'est l'Eidos, mais je vais le détourner. Donc là, par exemple, je pourrais donner 2 consignes en détournant le jeu pour l'amener du côté de la ruse pédagogique et vous demander, vous allez avoir 100 secondes pour trouver le maximum de mots qui commencent par lettre P, mais en anglais. Alors là, je ne sais pas si on aura les mêmes scores que tout à l'heure, mais en tout cas, ça pourrait être un exercice où un enseignant pourrait dire aux enfants, ou aux adolescents ou aux adultes, vous avez 100 secondes pour nommer en anglais le maximum d'objets présents sur cette photo. Et donc, on est vraiment dans cette idée d'Erasme, de la ruse pédagogique, comme un support pour motiver, mais finalement, ce qui compte, c'est la maîtrise du vocabulaire des objets. Et l'enseignant en anglais voudrait que les enfants ou les adolescents ou les adultes maîtrisent un certain nombre de mots de vocabulaire en anglais. Voilà un petit peu comment on pourrait détourner ce jeu dans la version d'Erasme, par exemple. Je vous épargne ce coup-ci l'exercice, même si je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà essayé d'imaginer des mots en anglais ou des mots qui commencent par P en anglais, mais alors là, ça deviendrait beaucoup plus dur pour moi en tout cas. Donc je vais passer. Pour autant, c'est que beaucoup plus tard, et notamment avec les sciences plus contemporaines, qu'on s'est aperçu qu'il n'y a pas besoin de détourner un jeu pour le rendre sérieux, ou il n'y a pas besoin de détourner un jeu pour mobiliser les apprentissages. D'ailleurs, on s'est même aperçu que la ruse pédagogique avait peut-être des intérêts éducatifs, mais en partie seulement, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, un enfant, un adolescent, il ne se fait pas berner s'il sent que c'est un exercice, même si ça a les couleurs du jeu, s'il n'y a pas de réelle motivation et d'engagement, finalement, l'apprentissage, il ne réussit pas mieux s'il n'y a pas une parfaite adhésion de l'enfant, de l'adolescent au jeu qui est proposé. Par contre, là où il y a une parfaite adhésion du jeu, c'est quand le joueur choisit lui-même son jeu, ce qu'on va appeler le jeu récréatif, le jeu libre. Là, on est dans une adhésion parfaite, et donc du coup, si on est dans une adhésion parfaite, le joueur va mobiliser un certain nombre de compétences, de ressources au service d'apprentissage multiples. Et comment on en est arrivé à valoriser le jeu naturel, le jeu auquel vous jouez au quotidien dans vos séances de jeu du flip, auquel on joue quand on était enfant, auquel on joue les samedis soirs ou quand on a un moment de libre avec nos amis. Comment on est venu à valoriser des apprentissages dans le jeu naturel, dans le jeu récréatif? Je vais vous épargner un discours trop approfondi, mais c'est arrivé avec le modèle animal. Finalement, les éthologues se sont aperçus que les animaux jouaient naturellement. Ils n'étaient pas dans la ruse pédagogique, ils jouaient naturellement. Et en fait, on s'est aperçu que le jeu naturel des animaux était au service d'un développement de compétences très spécifiques au service de leur survie. C'est-à-dire que quand ils jouent au combat, à se bagarrer, vous voyez des chiens qui peuvent, ou n'importe, ou plein d'autres animaux, et finalement, ils commencent à maîtriser les gestes du combat. Quand ils jouent à des courses-poursuites, quand des animaux jouent dans des courses-poursuites dans la nature, c'est aussi une façon de maîtriser et d'apprendre à maîtriser leur environnement. Et ça, maîtriser leur environnement et savoir monter rapidement sur un arbre ou maîtriser leur environnement, ça va leur être carrément vital pour leur survie le jour où ils connaîtront une attaque d'une autre espèce d'animal, par exemple. Donc, du coup, voilà, on s'est aperçu que le jeu des animaux, le jeu naturel des animaux était au service, finalement, d'apprentissage de compétences et que ces compétences étaient tout à fait utiles à leur survie. Ensuite, vers le XVIe, XVIIe siècle, les mathématiciens se sont eux aussi aperçus que dans le jeu naturel, notamment les jeux de loterie, les jeux de hasard, on pensait que c'était des jeux de hasard, des jeux de loterie, mais ces mathématiciens se sont aperçus qu'en fait, le joueur était en train de faire des probabilités dans leur tête. Ah, mais si je fais ça, alors… Et le raisonnement dans beaucoup de jeux, qui sont plus ou moins, qui ne sont pas toujours des jeux de hasard, finalement, on est en train de faire des probabilités, on utilise un raisonnement hypothético-déductif, on fait des hypothèses, des déductions, et finalement, notre cerveau fonctionne comme un mathématicien à analyser une configuration et on développe un esprit mathématique complètement naturellement. Et donc, c'est à partir des théories mathématiques des jeux que finalement le jeu a
a connu ses premières lettres de noblesse et a vraiment été valorisé en tant que tel. Et ensuite, là, on va peut-être le voir un petit peu plus approfondi, c'est les sciences de l'éducation, la psychologie, les neurosciences, qui ont aussi montré que dans un jeu récréatif, dans un jeu naturel, il y avait un certain nombre d'apprentissages qui étaient sollicités. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail ce dernier point, qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? Cédric, juste avant que tu ailles un petit peu plus loin, là, on a eu une question là, qui est arrivée dans le chat, donc je ne sais pas si on va y répondre maintenant, peut-être on va plutôt le faire à la fin, dans le temps de questionnement et d'échange, histoire que là, ou alors je te laisse finir la première partie, puis on peut le faire en interlude en fait, entre la première et la seconde partie. Et puis après, pour info, il y a eu 16 points qui ont été faits donc, sur le jeu, et effectivement, il y a plusieurs joueurs qui se sont amusés à essayer de trouver des mots en anglais, a priori avec quand même beaucoup moins de succès et qui ont aussi des difficultés, mais en tout cas, il y en a qui ont essayé. Ouais. Oui, moi j'ai essayé, je crois que j'en ai trouvé 2 en anglais. Très bien, comme vous voulez pour les questions, c'est vrai qu'on a prévu un temps de questions à la fin, mais éventuellement, je peux la lire là. Tu vas me dire si ça t'intéresse d'y répondre maintenant ou si tu penses que c'est plus pertinent d'y répondre à la fin. Du coup, je vais la lire. En gros, c'est quel est le réel impact entre le développement de sphères cognitives via un outil ludique et la notion d'apprentissage et de jeu qui ne sont pas dissociées tant que l'enfant est dans l'imaginaire. D'accord. Alors là, il y a peut-être une partie de la suite, en partie, qui va répondre à une partie de la question, et peut-être que si ça suffit pas, on pourra approfondir un petit peu plus sur le temps final. Mais il y a peut-être il y a des éléments de réponse qui vont arriver dans peut-être les slides qui suivent. Donc, à partir, les sciences contemporaines ont fortement justement valorisé le jeu naturel, le jeu récréatif, et ils l'ont valorisé de la façon suivante parce qu'ils se sont aperçus que l'intelligence des joueurs notamment se déployait beaucoup plus facilement, sans surprise, quand on avait en face de nous un objet complètement ergonomique qui était adapté à nos compétences, à nous-mêmes, à nos centres d'intérêt et qui était source d'intérêt. Donc forcément, on l'a tous vécu nous-mêmes dans les apprentissages, et quand on a un apprentissage et une méthode qui est ergonomique et qui suscite notre intérêt, on va mobiliser notre intelligence de façon beaucoup plus naturelle et facilitée. Et la deuxième chose, c'est que finalement, le développement de l'intelligence est aussi facilité du fait d'un exercice sans contrainte. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est dans le plaisir, et entre guillemets, alors il y a tout qui est sans enjeu, ou du moins, ce n'est pas un enjeu vital, le jeu. Bien sûr, il y a toujours des enjeux dans le jeu, mais finalement, il n'y a pas de conséquences drastiques sur notre vie ou sur les résultats scolaires, sur les résultats professionnels, etc. Le fait de ne pas sentir qu'on ait une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'on va être évalué, et rien que ça, le fait que ce soit une activité plaisir, on va oser des choses qu'on n'oserait peut-être pas si on était noté à l'école ou si on était examiné par un employeur ou des choses comme ça. Puisque finalement, c'est nous-mêmes qui nous mettons notre propre pression dans un jeu, et la pression, elle n'est pas forcément mise par une personne extérieure comme un enseignant, un manager ou autre. Et donc, ça va nous permettre de mobiliser notre intelligence et d'oser des choses que peut-être on oserait un petit peu moins s'il y avait un enjeu beaucoup plus significatif dans notre réel. Du coup, c'est ici que ça répond en partie peut-être à la première question. Dans le jeu, il va y avoir au niveau des jeux et des apprentissages, il y a 2 types d'apprentissage qui vont pouvoir se faire. La première, c'est de consolider des apprentissages ou des compétences, c'est-à-dire on va les exercer et on va les consolider, donc on n'en apprend pas des nouveaux, mais c'est la phase de consolidation. Vous allez le voir tout à l'heure avec Timothée, on a toujours besoin, une fois qu'on a appris quelque chose, de le consolider pour pouvoir le maîtriser plus tard. On a des compétences qu'on maîtrise déjà, et le fait de les réinvestir dans le jeu, ça va les consolider, parce que quel que soit le jeu auquel on joue de 0 à 120 ans, si je puis dire, tout jeu exige des habilités qui lui sont propres, dont le joueur devra disposer pour rentrer en jeu. À un moment donné, quand on a un enfant, on n'a peut-être pas les compétences de jouer à un jeu de société, donc on va jouer à un jeu de dinette, par exemple, mais dans le jeu de la dinette, il y a des compétences qui sont mobilisées au niveau de notre intelligence représentative, de notre intelligence symbolique, de nos habilités langagières, par exemple, etc. Et du coup, le jeu va permettre de modéliser des compétences que le jeune enfant est en train d'apprendre, et le fait de les mobiliser, du coup, il va les consolider. Par exemple,
exemple, quand un jeune enfant se met à marcher, dans certains jeux avec des trotteurs ou des choses comme ça, il va consolider sa marche parce qu'il va réinvestir des apprentissages qui commence à découvrir ou qui commence tout juste à maîtriser. Donc ça peut être le jeu dans l'apprentissage, peut être un très, très bon exercice pour l'enseignant, le pédagogue, de consolidation. C'est-à-dire que, voilà, on vient d'apprendre des multiplications, vous jouez à Tumbling Dice, je ne sais pas si vous voyez ce jeu, c'est un jeu de pichenette avec des dés. À la fin, on doit faire des multiplications avec les faces 6 fois 3 pour compter nos scores, on doit multiplier les faces de dés. Et ça pourrait être un exercice de consolidation de la table de multiplication jusqu'à 6, de 0 à 6, puisque c'est jusqu'à la table de multiplication jusqu'à 6. Donc ça peut être tout à fait intéressant au niveau de la dynamique d'apprentissage. La deuxième, c'est d'en développer, d'en acquérir des nouvelles qu'on n'avait pas. Et comment ça se fait qu'on arrive à développer et acquérir de nouvelles compétences qu'on n'a pas? C'est tout à l'heure, je vous parlais d'incertitude dans le jeu. Il y a certains auteurs qui nous disent que tout jeu est une situation problème. Finalement, tout jeu est une situation problème. Tout jeu a une part d'incertitude. Et en fait, c'est dans cette zone du problème, dans cette zone d'incertitude qu'on va développer de nouvelles habilités. Par contre, pour développer ces nouvelles habilités, il faut qu'elles soient proches de ce qu'on appelle la zone proximale de développement. C'est-à-dire qu'entre les compétences dont on dispose et les compétences qu'on doit conquérir, il doit y avoir une frontière très légère, entre guillemets, pour pouvoir, si on sait, entre guillemets, si on sait aller jusqu'à la table de 6, allez, on peut essayer la table de 7, mais du coup, on va essayer d'acquérir des compétences qui sont juste à peine au-dessus, à N+1, de celles qu'on a déjà, et du fait de la situation problème et du fait de la situation incertaine. De façon générale, les compétences qui peuvent être consolidées ou qui peuvent être mobilisées ou qui peuvent être développées, elles sont souvent dans différents registres. Elles peuvent être dans le registre cognitif, mais ça peut être également des compétences sociales, ça peut être des compétences affectives. Une compétence affective, c'est par exemple, vous voyez, les très jeunes enfants, perdre, c'est quelque chose de difficile. Des fois, ils partent même en milieu de partie parce qu'ils sentent qu'ils ne vont pas gagner, parce que c'est une compétence affective que de pouvoir, par exemple, de pouvoir apprendre à gagner, à gérer les émotions de la réussite ou les émotions de l'affect. On est encore certains mauvais joueurs et à avoir du mal à avoir des fois de la distance sur nos réussites ou nos échecs. Ça peut être des compétences fonctionnelles. Des compétences fonctionnelles, c'est lorsque ça engage par exemple la motricité fine ou globale. On va jouer au Capla, on va pouvoir affiner plus ou moins un geste moteur par exemple. Et on a un système, les ludothécaires, par exemple, utilisent un système qui s'appelle le système ESAR, qui est un système d'analyse des jeux et des jouets. Et en fait, c'est un système qui prend un jeu, n'importe quel jeu, et qui va l'analyser au niveau des compétences et des habilités, sous l'aspect langagier, sous l'aspect social, sous l'aspect cognitif, sous l'aspect affectif. Et donc, du coup, on va analyser dans chaque jeu les compétences qui sont mobilisées dans chaque jeu. Et donc là, éventuellement, lorsqu'on a cette analyse-là, ça peut être au service d'une utilisation d'un jeu pour une consolidation d'apprentissage ou pour un développement d'apprentissage de proximité. Juste, Cédric, pour rebondir un petit peu sur la compétence sociale, il y a Romuald qui nous dit que pour lui, tout jeu est éducatif, que ce soit savoir-faire ou savoir-être. Donc là, on sent qu'il y a un petit impact des textes officiels et que c'est probablement lié à l'éducation. Et il dit également aussi qu'apprendre à jouer avec les autres, c'est aussi important que le contenu du jeu. Donc on est complètement là-dedans, finalement, dans les compétences sociales. Et dans le jeu qui va permettre effectivement des compétences motrices, comme tu peux le montrer, comme on peut le voir sur la photo là, mais qui, à partir du moment où il y a plusieurs joueurs, va forcément impliquer de l'affect et du social, etc. Oui, et merci Romuald de le souligner. C'est vrai que là, on a moins le temps de faire de débat, mais que tout jeu est éducatif, puisque des fois, on parle de oui, je voudrais un jeu pédagogique, je voudrais un jeu éducatif, mais en fait, en ayant en tête que finalement, c'est un jeu pour mobiliser des apprentissages, comme si c'était un jeu spécifique. Mais non, tout jeu est éducatif, et l'étymologie du mot éducation, c'est grandir vers, et quel que soit le jeu contribue finalement l'enfant, l'adolescent, même la personne âgée qui est ici, il y a un impact éducatif dans tout jeu. Et donc, du coup, quand on parle de jeu éducatif, de jeu pédagogique, c'est un non-sens entre guillemets, parce ça voudrait dire que tous les jeux ne le sont pas. Donc on n'est pas obligé de rajouter cet attribut à jeu, puisque là je rejoins complètement la remarque de Romuald. Et là, du coup, peut-être dans la dernière partie, quand tu parleras peut-être plus de jeu libre, jeu dirigé, effectivement, ça sera peut-être le moment où tu pourras creuser un peu plus cette question-là de tout jeu est éducatif et d'insister peut-être un petit peu plus sur ce point-là, non ? Peut-être, oui. Non, mais sinon on le fera dans les débats si ce n'est pas le cas, sans problème.
Et voilà, et de façon un petit peu plus globale, et là, c'est des compétences qu'on peut appeler des compétences transversales, c'est que le jeu a un lien direct avec ce qu'on appelle les compétences exécutives. Les compétences exécutives, c'est ce qui nous permet, c'est toutes les compétences qu'on mobilise pour atteindre un but. Le but du jeu, ou par exemple, toutes les compétences qu'on doit mobiliser pour se brosser les dents, prendre la brosse à dents, le dentifrice, le verre d'eau, etc. Ben, c'est toute cette association qui nous amène vers un but. Et donc ça, pour les compétences exécutives, nécessite de la mémoire de travail, de l'attention, du contrôle inhibiteur, de la flexibilité cognitive. Et ben, toutes ces compétences-là sont mobilisées dans tout type de jeu. Vous voyez une personne âgée, j'ai mené ma thèse de doctorat sur le jeu et la maladie d'Alzheimer, où on a essayé de prouver dans le cadre de cette thèse ce lien-là, notamment, entre autres. Du coup, finalement, on reprend pour la troisième et dernière fois ce jeu que vous commencez à bien connaître. La première fois, on l'a utilisé en dehors de l'apprentissage en disant, ben voilà, c'était une façon de se détendre, de se délasser, de faire de la récréation. La deuxième fois, souvenez-vous, on l'a détourné en se disant, ben on va s'en servir, mais on va changer la règle et on va s'en servir pour apprendre une langue étrangère comme l'anglais en changeant un petit peu. Et ben là, l'idée, c'est on va jouer à la vraie règle normale. On ne va pas le faire là tout de suite, mais finalement, dans la vraie règle normale, on va juste s'apercevoir que ça ne sert à rien de changer le jeu. On va pouvoir valoriser un certain nombre de compétences. S'il est proposé au bon âge ou à la bonne personne, on va s'apercevoir que ce jeu-là permet de mobiliser des compétences multiples. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, la gestion des émotions. Le chronomètre, par exemple, 100 secondes, il va falloir gérer son stress. Et ça, une personne âgée ou un très jeune enfant, ce n'est pas quelque chose d'évident. On va devoir gérer, on va avoir des compétences autour de la discrimination visuelle. Vous voyez qu'il y a tellement, au début, ça vous a peut-être surpris, mais il y a tellement d'objets qu'à un moment donné, il faut faire un effort d'inhibition pour se concentrer sur les objets parce qu'on est envahi par ce qu'on appelle une surstimulation. On va essayer également de mobiliser des compétences langagières, par exemple avec le vocabulaire, ou quand on voit, par exemple, ici, vous voyez un brodo, il va falloir faire travailler nos synonymes. Ah ben, le bro, ça peut être un pichet. Ou, par exemple, on peut apprendre des nouveaux vocabulaires. On voit le porte-manteau, mais le porte-manteau, on peut appeler ça aussi un pater. Voilà, les synonymes, le nouveau vocabulaire. Et bon, on s'aperçoit que finalement, dans ce jeu, l'enfant ou l'adolescent ou la personne qui est adaptée au bon niveau de compétence va soit consolider des compétences existantes, soit à force de jouer, va développer de nouvelles compétences, puisqu'à force de jouer à ce jeu, finalement, il va se souvenir que le porte-manteau peut aussi s'appeler un pater ou autre, et il aura au fur et à mesure de ces séances de jeu, peut-être acquis de nouveaux apprentissages. Donc, voilà un petit peu cette illustration pour cette première partie, pour montrer que, au fil du temps, le lien entre jeu et apprentissage a été valorisé. D'abord, c'était à l'extérieur de la classe, à l'extérieur de l'entreprise, entre guillemets, c'était qu'une contribution indirecte à l'éducation. Ensuite, il pouvait rentrer comme support d'apprentissage à condition de détourner le contenu du jeu. On prend que le paquet cadeau, on prend que l'emballage, mais on n'a pas confiance au jeu naturel. Donc, du coup, on change un peu son contenu, on change sa règle pour qu'il y ait vraiment apprentissage, pour enfin s'apercevoir que non, même sans changer la règle, le jeu va mobiliser un certain nombre d'apprentissages multiples. Et c'est notamment les sciences contemporaines comme les neurosciences qui ont fait des liens. Et Timothée, dans la deuxième partie, vont vous montrer un de ces liens avec ce qu'on appelle les piliers de l'apprentissage. Il va essayer de nous montrer le lien entre les piliers de l'apprentissage tels qu'ils sont évoqués dans les neurosciences et le jeu. Donc, du coup, Timothée, je vais te laisser la parole et reprendre la main sur ce PowerPoint pour la suite. Ouais. Merci beaucoup, Cédric, pour cette première partie. Globalement, là, on va aller effectivement sur cette partie-là, sur les neurosciences. Donc, juste faire une petite manipulation pour reprendre la main sur le PowerPoint. Hop. Dans cette seconde partie, on va d'abord voir à travers l'exemple concret simplement de la maîtrise d'une règle de jeu, qu'il va y avoir des constats qui sont faits et que les neurosciences vont nous rapporter quelques réponses finalement sur ces constats-là. Dans un deuxième temps, on verra donc effectivement les 4 piliers identifiés par Stanislas Dehaene sur l'apprentissage et on fera le lien un petit peu avec à quel point ces piliers sont finalement proches de ce qu'on retrouve dans du jeu. Et après, il y a un petit bonus éventuellement si on a le temps, si vous êtes gentil et si tout se passe bien. Du coup, hop, on passe à la suivante. Donc, maîtriser une règle de jeu. Alors, globalement, quand vous allez lire une règle de jeu et essayer de l'apprendre simplement, il y a 2 constats qu'on va faire suite à cette lecture-là et à cette tentative de transmission. C'est que ce n'est pas parce que vous l'avez lu et que vous l'avez à peu près compris que vous êtes capable de l'expliquer derrière. Là, ça, c'est ce qu'on appelle globalement la décentration. C'est-à-dire être capable d'un savoir que vous avez acquis,
comprendre comment le transmettre. Okay, on retrouve par exemple cet exercice-là dans, il y en a peut-être quand on lui parlait de ça, ma thèse en 180 secondes. Et globalement, l'idée c'est ça. Vous avez fait 3 ans de recherche, voire plus, sur toutes ces questions-là. Vous avez plein de données, vous avez plein de conclusions, plein d'hypothèses. Comment je fais en 180 secondes, donc en 3 minutes finalement, pour proposer une version condensée, claire et fluide de ce que moi j'ai pu découvrir. Comment je vais vulgariser un petit peu tout ce contenu-là. Et si j'arrive à faire cet exercice-là et à être clair dans mes 3 minutes, globalement, ça veut dire que je vais maîtriser vraiment très très bien ce que moi j'ai fait pendant 3 ans. Voilà, c'est vraiment cet effet-là de se décentrer, de prendre du recul sur la connaissance que vous avez, ou la compétence, ça peut être autre chose que de la connaissance pure, et la réappliquer et la transmettre finalement à quelqu'un d'autre. Globalement, un expert, c'est ça. Globalement, l'expert, il va maîtriser beaucoup de contenu et il va être capable, en fonction du public qu'il a en face de lui, de dire ok, là ça, je vais le transmettre de telle manière, je vais choisir d'occulter telle et telle partie. Un peu de la manière avec laquelle nous on vous fait la conférence aujourd'hui. On a choisi finalement quel point, notamment des neurosciences, on vous présente, et on espère en tout cas que c'est globalement adapté à ce que vous êtes venu chercher en suivant cette conférence-là. Un dernier petit exemple, vous avez l'effet tuteur-tutoré. Là, tout simplement, vous êtes à l'école, puis vous avez peut-être, je suis un CM1 et j'ai un CM2 qui va être mon tuteur, qui va m'aider à apprendre ma leçon et à la maîtriser. Finalement, on a vu que cet effet-là était plus bénéfique pour le tuteur que pour le tutoré. Parce que le CM2 va être obligé finalement de maîtriser son contenu et de le retransmettre. Et c'est lui finalement qui va être... Alors c'est plus bénéfique pour lui, pour autant ça va être bénéfique pour les deux. Mais il y a quand même un petit décalage, en tout cas, qu'on a pu observer. Le second constat, je vous ai mis une petite citation en bas. Ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour le dire arrivent aisément, donc de Nicolas Boileau. Et globalement, c'est ça. C'est plus vous allez le comprendre, plus vous allez le concevoir dans votre tête, plus vous allez être capable derrière, vous, de le reformuler et le transmettre à quelqu'un en particulier. Le second constat qu'on a pu observer, c'est globalement, est-ce que vous vous souvenez de la règle de jeu que vous venez d'apprendre? Alors ça peut être il y a 2 jours, mais ça peut être vous avez joué au jeu il y a 3 mois, vous avez lu la règle il y a 3 mois. Globalement, là on est effectivement sur tout ce qui est technique et consolidation, mémorisation, mais c'est un deuxième constat. C'est finalement, suite à ces 2 constats-là, les neurosciences en tout cas nous disent que l'apprentissage va être optimal quand on va alterner un temps d'acquisition de connaissances, donc par exemple la lecture de la règle, et des tests répétés de cette connaissance-là. Donc la réexpliquer plein de fois, jouer au jeu. Ça peut prendre plusieurs formes différentes, mais globalement, il va falloir retester régulièrement ces connaissances-là pour vous en souvenir un petit peu plus. Mais on verra ça un petit peu plus en détail dans la partie avec les 4 piliers de Stanislas. La deuxième chose, donc on parle de tests répétés, éprouver le modèle finalement. Là on passe un petit peu rapidement parce que vous allez voir qu'on va creuser plus dans les piliers après directement. Mais vous allez avoir développé un modèle, une connaissance, et pour vérifier que cette connaissance-là, elle est juste, ou en tout cas pour l'adapter et faire en sorte qu'elle devienne juste systématiquement, il va falloir ce qu'on appelle éprouver le modèle, c'est-à-dire le tester, avoir des erreurs et voir comment ça se fait et comment je vais modifier moi ma connaissance, mon comportement, mon attitude sur la situation que je suis en train de vivre. Du coup, Stanislas Dehaene, donc, qui est un neuroscientifique français, a écrit en 2012 sur les piliers de l'apprentissage. Donc, on le voit juste là. Et le premier pilier qu'il a identifié, c'est l'attention. C'est-à-dire que pour lui, il ne peut pas y avoir apprentissage s'il n'y a pas attention avant. Le deuxième, on va aller vite parce qu'on va les creuser un petit peu plus après. Le deuxième, c'est l'engagement actif, qui est globalement pas mal lié avec le troisième, qui est donc le retour sur erreur, pour les anglophones, le feedback globalement. Et le quatrième, c'est la consolidation. On va voir que c'est lié à la mémorisation globalement. Donc le premier pilier, c'est l'attention. Alors l'attention, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est fragile et limitée. Fragile, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on peut avoir des difficultés de concentration, c'est-à-dire des difficultés à rester sur une tâche en particulier, attentif longtemps. Concrètement, là par exemple, vous regardez la conférence, peut-être que certains d'entre vous ont un degré d'attention plus élevé que d'autres et que d'autres ont eu besoin finalement de faire une pause, de se lever, d'aller chercher un verre d'eau pour revenir et maintenir finalement cette attention-là. Le deuxième point qui fait que c'est fragile, c'est qu'il y a un côté de distraction. La distraction, c'est vraiment le réflexe humain, animal même, faut que je sois vigilant à mon environnement et il faut que si jamais il y a quelque chose de dangereux, je puisse réagir, me mettre en sécurité. Donc il y a toujours finalement cette conscience un petit peu de tout ce que j'ai autour de moi et qui fait que c'est difficile de me centrer pleinement et à 100% sur une action en particulier.
globalement, hein, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il vaut mieux voir peu sur la durée que beaucoup rapidement. Vous avez sûrement vu quand vous étiez encore à l'école, ou pour ceux qui le sont encore d'ailleurs, si vous révisez au dernier moment votre contrôle, peut-être que vous allez avoir une bonne note, ou en tout cas que vous allez passer l'examen, mais globalement, à moins de relire derrière, vous aurez oublié globalement tous les contenus que vous avez travaillés pour ce jour-là, et vous n'allez pas finalement ressortir avec un apprentissage particulier de ça. Donc vaut mieux, et c'est ce que vous disent à mon avis vos profs, dire ok, un quart d'heure tous les soirs, un quart d'heure c'est rien, mais c'est tous les soirs, et donc c'est cette répétition finalement qui va me permettre d'éprouver mon modèle et de modifier mon comportement, ma connaissance et de la maîtriser. Du coup, par rapport à tout ça, qu'est-ce que le jeu va avoir en lien avec ces constats-là? Le premier, c'est qu'on va avoir envie de gagner, on va avoir envie de faire de son mieux. Et donc, forcément, si je veux gagner ma partie à laquelle je suis en train de jouer, il faut que je sois attentif. Il faut que je vois ce que font les autres, il faut que j'essaie d'anticiper ce qu'ils vont faire. Et pour anticiper, ça suppose que je m'intéresse actuellement à ce qu'ils sont en train de faire, quelles sont les possibilités sur le jeu et tout ce que moi je vais pouvoir mettre en place pour les battre à ce jeu-là, ou en tout cas gagner la partie avec eux si c'est du coopératif, parce qu'on a de plus en plus de coopératifs. Le deuxième, c'est tout simplement, il y a du plaisir ressenti à manipuler des jeux et des jouets. Ça peut être sur des jeux avec des petites pièces en métal, par exemple, les faire clinguer les unes contre les autres, ça fait du bruit, les manipuler, la texture, les plateaux de jeu. Il y a certains plateaux qui sont très colorés. Alors pour certains, c'est rédhibitoire, pour d'autres, ils aiment beaucoup ça. Mais en tout cas, la diversité de jeux fait que, globalement, si vous jouez un jeu qui vous plaît, vous allez trouver du plaisir à travers différents sens, à travers différentes sensations que vous allez éprouver dans la partie. Le troisième point, alors on va passer aussi rapidement parce que ça peut faire l'objet d'une autre conférence, c'est l'idée d'immersion dans une histoire. Donc là, on a globalement le storytelling, encore une fois, pour les anglophones, qui prend de plus en plus de place maintenant. Et on se rend compte que le fait de raconter une histoire va, de base, finalement, générer de l'attention chez le public. Et en fonction de comment l'histoire va être racontée, imaginons on fait un moment de suspense, on amène doucement son histoire là, au moment de suspense, vous pouvez être sûr que, globalement, vous avez l'attention à peu près de toutes les personnes qui ont suivi l'histoire. Donc, c'est dans son essence même, finalement, l'histoire est vecteur d'attention. Et enfin, un quatrième point, donc toujours en lien avec les jeux, certains jeux, tout simplement dans leur mécanique, vont vous obliger à être attentif. Si on prend des jeux de rapidité, le Go Beat par exemple, où je vais devoir être très attentif aux cartes qui vont être retournées au fur et à mesure pour réagir le plus vite possible et puis soit récupérer des cartes, soit éviter de perdre les miennes. Mais globalement, ça va être tous ces mécanismes-là qui vont générer votre attention derrière. Donc là, on parle de la rapidité, ça peut être des jeux d'adresse. C'est très très large à ce niveau-là. Et chaque jeu, finalement, va à sa façon un petit peu générer de l'attention, soit par la qualité du matériel, le visuel, l'activité, la mécanique, etc. Les deux seconds piliers, alors ils sont plutôt liés tous les deux. Je vais juste regarder 2 secondes si jamais il y a des remarques particulières. Là, on parle de Hanabi, effectivement, où il va falloir être attentif à qui a pioché quelle carte à quel moment, où est-ce qu'elle a été posée, et essayer de retenir les informations qu'ont chacun pour transmettre la bonne information, ne pas perdre de temps. King Domino, 1, 2, 3 Prout, effectivement, qui vont dans leur mécanisme, en tout cas à travers le bruit par exemple qu'on retrouve dans 2-3 Prout, permettre de générer l'attention des joueurs et pourquoi pas d'attirer d'autres joueurs autour de la table. Un petit clin d'œil d'ailleurs à l'énorme tournoi d'1-2-3 Prout qui a eu lieu vendredi soir dernier et qui a ramené, il me semble, à 80 voire 90 joueurs ou plus sur le festival. Du coup, donc le deuxième, je vous ai dit, et le troisième, c'est l'engagement actif et le retour sur erreur. Alors, l'engagement actif, globalement, pourquoi on parle de ça ? L'idée, c'est que le cerveau humain, on dit qu'il est bayésien, du nom du statisticien qui a découvert un petit peu ces fonctionnements-là. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il fonctionne par itération, donc il va répéter un schéma, il va enchaîner plusieurs étapes, et quand il sera arrivé au bout de ces étapes-là, il va recommencer. Il fonctionne vraiment par ces étapes-là. Donc globalement, c'est je vais faire une prédiction, je vais réaliser ma prédiction, je vais voir globalement, c'est le feedback, le retour sur erreur, comment ça s'est passé, et du coup après je vais réaliser une nouvelle prédiction. Et donc c'est toujours comme ça que le cerveau va fonctionner. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous dit que tout simplement l'erreur, elle est fondamentale, puisque c'est elle qui va amener un apprentissage derrière. Peut-être que finalement, quelqu'un qui va avoir juste du premier coup, il aura effectivement juste là où quelqu'un d'autre aura eu faux, et la personne qui a eu faux va devoir modifier son comportement pour avoir juste.
Mais la seconde personne aurait été peut-être plus porteuse d'apprentissage et aurait été capable de s'adapter à une situation particulière. Donc, il ne faut vraiment pas voir l'erreur d'une manière péjorative, mais vraiment de ce côté-là fertile, en fait, fertile pour les apprentissages. Je regarde un petit peu s'il y a des questions. Alors, comprendre et expliciter une règle de jeu suppose obligatoirement des prérequis ludiques ou des éléments de culture ludique. Ça, c'est la première question. Alors, globalement, l'idée de prérequis, ça va être que, alors c'est encore l'objet d'une autre formation, hein, mais dans le stade de développement de l'enfant et de l'adulte plus tard, on va avoir, Cédric en a parlé un petit peu tout à l'heure, notamment du jeu symbolique, avant d'aller vers du jeu de règles. Et effectivement, chaque jeu va être adapté à un moment ou à un autre à la personne qui va la pratiquer. Il parlait également aussi tout à l'heure de la zone proximale de développement de Vygotsky, c'est-à-dire être capable de proposer un jeu qui est adapté aux compétences du joueur, ou en tout cas un tout petit peu au-delà, pour le faire dépasser ses compétences et monter dans ses apprentissages. Là, c'est un peu la même chose. Si ce que vous proposez est beaucoup trop éloigné de ce que sait faire le joueur, forcément, il aura du mal à jouer et il ne va pas pouvoir jouer. Finalement, ce n'est pas un jeu pour lui. C'est là tout le travail des éditeurs, d'ailleurs, notamment sur quel âge je mets, 8 ans et plus, 14 ans et plus. Toutes ces questions-là sont en lien aussi avec la capacité d'un joueur de profiter pleinement du jeu qu'il va avoir en face de lui. Et du coup, la deuxième question, c'est jouer régulièrement favorise-t-il cette compréhension ? Alors, cette compréhension, ça va dépendre globalement des jeux auxquels vous allez pouvoir jouer, puisque chacun va évoluer à sa manière, là, et à sa vitesse surtout. Donc, si on reprend les stades de développement, oui, peut-être que quelqu'un qui va beaucoup pratiquer va peut-être plus rapidement acquérir certaines compétences, connaissances et attitudes par rapport à un jeu en particulier. Et donc, il va peut-être aller plus loin et plus vite à la marche suivante. Donc oui, globalement, ça peut accélérer les apprentissages derrière. Le deuxième constat, donc je vais donc revenir sur cette idée de cerveau humain un peu bayésien, c'est que l'erreur, oui, elle est fertile, oui, elle est fondamentale, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire que si jamais je fais des erreurs, mais que je ne me rends pas compte que j'ai fait des erreurs, ça ne va pas du tout être porteur d'apprentissage, puisque je ne vais pas modifier mon comportement derrière. Donc la première chose, c'est d'être capable de remarquer cette erreur-là. La seconde, c'est de ne pas l'ignorer. Ok, je l'ai remarqué, maintenant, il faut que je change quelque chose. Si je veux réussir à dépasser cette erreur-là, je vais devoir modifier mon comportement. Et la troisième, c'est qu'elle doit être peu stressante. Alors peut-être que je vais faire une erreur, je vais essayer de la modifier, mais si on me met très très fort la pression, globalement je vais faire des blocages potentiellement psychologiques ou autres qui vont faire que cet apprentissage-là va être bloqué. Gilles Brougère, notamment quand il évoque les 5 compétences, enfin les 5 critères d'un jeu, il évoque la frivolité, c'est-à-dire l'absence de conséquences sur la vie réelle. Et donc ce détachement en fait qu'on peut avoir de l'objet jeu et de ce qui va se passer dans le jeu en fait, c'est un jeu. Typiquement, la phrase du c'est qu'un jeu, c'est exactement ça. C'est pas grave en fait ce qui se passe dedans, ce qui se passe, qu'est-ce que ça implique. S'il y a des grosses conséquences en dehors du jeu, à ce moment-là peut-être que c'est plus du jeu, peut-être que l'objet a été détourné. Et si on pense par exemple au niveau sportif, peut-être que les impacts de la victoire ou de la défaite d'une équipe en particulier vont avoir des conséquences notamment financières, mais autres aussi, qui vont faire qu'on va sortir du jeu. Du coup, quel lien on peut faire avec le jeu ? Là, on a vu, même si on en a fait quand même pas mal au fur et à mesure, le premier, c'est que jouer, c'est être acteur. C'est-à-dire que on parle d'engagement actif, c'est ça. Hein. Je m'engage activement dans ma pratique, c'est moi qui joue, c'est moi qui est acteur de mon jeu. Et donc, encore une fois, si on reprend les critères du jeu de Gilles Brougère, un des critères, c'est la décision, c'est le choix de rentrer dans le jeu et d'être actif, tout simplement. Le deuxième, c'est qu'on a des conséquences immédiates. Si on prend par exemple, vous voyez que là il y a une image sur le jeu vidéo, et dans un jeu là, enfin pour ceux qui ont une bonne définition, une bonne connexion internet, mais on peut voir que c'est un jeu de tir où il faut tuer d'autres personnes. Et globalement dans ce jeu-là, si moi je meurs, on a ce côté frivolité, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas grave, je recommence. Et surtout, il y a cet apprentissage par essai-erreur. Ok, je suis mort quand je suis allé là, je vais peut-être faire différemment.
Là, on parle d'un jeu de tir, mais ça peut être un jeu de plateforme. Je sais que quand je saute ici, là, il y a un bloc au-dessus qui va me faire tomber. Bon. Et donc, c'est par la répétition et vraiment refaire systématiquement les mêmes jeux que je vais pouvoir modifier ces comportements-là et que le jeu va aussi apporter finalement cet engagement actif. Parce que de base, jeu vidéo, je suis également actif. Et en termes d'attention, forcément, il y a des lumières, il y a des couleurs, ça bouge, c'est animé. Donc, c'est vecteur d'attention. Et donc, voilà, le jeu vidéo, finalement, a quand même beaucoup de liens avec ces questions d'apprentissage, en tout cas sur les 3 premiers piliers qu'on a pu identifier maintenant. Hop, je regarde encore une fois un petit peu les commentaires. La peur de l'erreur ou la recherche du meilleur coup entraîne aussi pour certains l'analysis paralysis, très connu des joueurs, effectivement, où on va toujours chercher à faire le coup optimal et où ça peut être très très long pour les autres joueurs et sortir finalement du jeu. Pourquoi ? Parce que l'attention va être diminuée, on va partir ailleurs. L'engagement actif, peut-être que quand c'est pas mon tour, je suis pas actif et du coup je sors aussi de ce domaine-là. Donc effectivement, c'est un problème, l'analysis paralysis, et l'ensemble des joueurs doivent être d'accord autour de la table sur à quel degré on accepte finalement que quelqu'un prenne 5, 10, 25 minutes pour son tour de jeu. Je passe donc au 4e et dernier pilier, donc la consolidation. Donc pour ceux qui le connaissent, j'ai mis une petite image de Sébastien Martinez, qui est donc champion de France de mémoire et qui a été aussi animateur flip avec nous. Voilà, donc, qui propose beaucoup de formations autour de tout ce qui est lié à la mémorisation. Et je vous en parlais tout à l'heure, la consolidation est très très liée à la mémorisation. Pourquoi ? Parce qu'elle passe par deux fonctionnements fondamentaux. L'effort, donc je suis acteur et je vais devoir finalement faire un effort dans mon apprentissage, et la répétition qu'on a vu aussi avant. Donc, pour ancrer dans la mémoire finalement ces différentes connaissances, ces compétences et attitudes que je vais développer, il va falloir que je répète, beaucoup au début puis de moins en moins globalement, mais ça c'est encore une autre question. Mais globalement, ça va être cette répétition qui va permettre la mémorisation derrière. La deuxième chose, c'est que pour bien vous souvenir et pour bien consolider votre apprentissage, il va falloir, plus vous allez utiliser différents canaux entre guillemets pour vous en souvenir, plus ça va modifier un petit peu la façon avec laquelle vous allez vous en souvenir. Si c'est simplement je lis la règle et puis je m'en souviens intellectuellement, ok, pourquoi pas, à condition de la relire souvent et d'y jouer régulièrement, oui. Peut-être que je peux faire une histoire, peut-être que je peux trouver d'autres moyens à travers le matériel du jeu aussi pour me dire, ok, là il y a une petite aide de jeu, je vais pouvoir utiliser ça pour me souvenir et garder finalement cet apprentissage-là. Enfin, le troisième point, c'est tout ce qui est lié à la satisfaction et les émotions. Donc simplement, c'est un plaisir de jouer. Nous, c'est ce qu'on défend, le jeu libre et le plaisir du jeu. Et c'est un plaisir de jouer. Donc derrière, si je gagne, déjà je suis très content souvent. Et puis même les joueurs avec qui je vais jouer, si je passe une bonne expérience, potentiellement, je vais plus avoir envie de rejouer à ce jeu-là et peut-être que je vais mieux m'en souvenir parce que je vais avoir des émotions positives liées à ce jeu-là. À l'inverse, il est aussi tout à fait possible d'avoir des émotions très négatives sur un jeu, et de la même manière, vous allez aussi beaucoup vous en souvenir. Comme quoi, finalement, les émotions permettent aussi la mémorisation derrière. Du coup, le parallèle qu'on peut faire ici avec le jeu, tout simplement, c'est que le jeu en lui-même est facilitateur de la répétition. On a envie de rejouer. Donc ça peut être soit un petit jeu où on va répéter les mêmes mouvements et la même chose jusqu'à gagner ou jusqu'à aller au bout de la partie, soit même des gros jeux, les jeux experts où on va avoir, ça se joue en 5 manches gagnantes, à chaque manche on va répéter les mêmes étapes. Et c'est toujours la même chose, c'est par cette répétition-là que moi je vais ancrer les règles et je vais me souvenir de plus en plus des règles de jeu. Émotions fortes et souvenirs, là je vous ai fait le parallèle juste avant en même temps, mais globalement l'idée c'était ça, c'est émotions positives ou négatives qui vont vous permettre de vous souvenir de votre partie, de votre expérience et potentiellement des règles du jeu. Et enfin la diversité des signaux, on les retrouve ici avec les retours à la fois visuels, auditifs, kinesthésiques. Il y a énormément de signaux différents qui vont faire que vous allez vous souvenir finalement d'un petit peu de tout ça. Du coup, on a un petit peu de temps pour le bonus derrière. Alors, ça va aller assez vite, globalement. C'est l'importance du sommeil. Alors, le sommeil n'est pas un des piliers de l'apprentissage, mais on parle de facilitateur. Typiquement, si on reprend l'exemple d'un chercheur, peut-être qu'il va se poser plein de questions, il ne va pas trouver de réponses. Et on a déjà vu ça dans des bandes dessinées, par exemple. Le lendemain matin, en se réveillant, c'est Eureka, ça y est, j'ai trouvé. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le sommeil va mettre en ordre, finalement, en tout cas, essayer de remettre un petit peu en ordre tout ce que j'ai appris et d'y voir un petit peu plus clair dans ces connaissances-là. Donc finalement, il va permettre à la fois l'attention,
parce qu'on sait très bien qu'après une nuit blanche, c'est compliqué pour tout le monde. Mais également l'adaptation et la mémorisation, parce qu'on va être justement très très attentif à toutes ces choses-là. Donc globalement, pratiquer sa fatigue. Donc je vous propose de prendre une petite pause. Là, on va prendre une petite minute pour quitter un peu le regard des écrans, et puis ça va permettre à Cédric de reprendre la main pour enchaîner sur la troisième partie. Je vais juste regarder vite fait si on a quelques commentaires. Mais oui, les fiches résumées, ça marche bien. Un petit clin d'œil à Sébastien. Et du coup, Cédric, je vais te laisser reprendre la main. Donc souvenez-vous, on va alterner des temps théoriques et des temps de pratique. Donc à la fin de la troisième partie, vous aurez 3 petites questions pour vérifier si vous avez bien suivi un petit peu tout ce qui s'est passé et remobiliser et consolider les apprentissages que vous aurez eus dans cette conférence. Voilà, encore quelques minutes d'attention parce que cette partie sera très courte. C'est juste pour montrer les directions qu'on peut prendre pour favoriser des apprentissages par le jeu. Il n'a pas du tout la prétention d'être exhaustif, et je pense qu'on a déjà bien entamé l'heure de conférence initialement prévue. Du coup, on va aborder rapidement finalement qu'il y a 2 façons de favoriser les apprentissages par le jeu en fonction de l'objectif qui est le nôtre. Est-ce qu'on souhaite favoriser des apprentissages disciplinaires, des compétences spécifiques par exemple, ou est-ce qu'on est plutôt sur des apprentissages transversaux par exemple. Et en fonction du type d'apprentissage qu'on va vouloir mobiliser ou favoriser, forcément, on va faire un choix de jeu en fonction de cet objectif. Concernant l'utilisation du jeu pour faciliter des apprentissages disciplinaires ou spécifiques, il y a finalement 2 grands types de jeux qu'on va pouvoir utiliser. La première façon, c'est, imaginons, vous voulez travailler un exercice de lecture, d'écriture, de mathématiques, de cycle 2, par exemple. Vous allez, comme on l'a vu tout à l'heure, utiliser la ruse pédagogique, le serious game, c'est-à-dire vous allez prendre un jeu existant et y changer la règle, y changer certaines cartes pour pouvoir déposer dessus l'apprentissage que vous voulez mobiliser vis-à-vis de votre public. C'est vrai qu'au regard de la culture du jeu et de la foison des jeux, il y a quand même de très très fortes chances pour que vous n'ayez pas besoin d'aller recréer votre propre jeu et que la compétence que vous cherchez à mobiliser, elle existe déjà dans un jeu qui a été pensé, créé par un auteur de jeu. Donc là, il y a une compétence à développer lorsqu'on veut utiliser le jeu en apprentissage, c'est l'analyse de jeu. Je parlais tout à l'heure du système ESAR, c'est pas le seul, mais finalement essayer d'analyser des jeux existants pour essayer de trouver dans un jeu existant les compétences que vous cherchez à mobiliser. Donc là, c'est juste des applications concrètes qui résument complètement ce qu'on vient de dire sur les parties précédentes. Ou alors, deuxième chose, on est convaincu finalement que le simple fait de jouer va mobiliser et va faciliter des apprentissages transversaux, et on va plutôt être dans une approche du jeu libre. Le jeu libre, c'est finalement laisser le joueur et l'enfant, l'adolescent, la personne âgée jouer comme elle l'entend, et on est convaincu que de toute façon, le simple fait qu'elle joue comme elle l'entend, elle va mobiliser des compétences, des savoirs qui peuvent être d'ordre culturel, d'ordre social, etc. C'est tout bête, mais par exemple, si votre enfant est en train de jouer dans un espace docteur, finalement, il mobilise des apprentissages très culturels. En jouant au docteur, finalement, il apprivoise des codes de la médecine. Peut-être que si dans votre espace docteur, il y a des piqûres, des seringues, etc., il se familiarise avec une vision de la médecine peut-être très occidentale, qui n'est peut-être pas partagée par toutes les cultures ou tous les pays. Pareil, s'il est en train de jouer à la dinette, on a l'impression que c'est du jeu libre, mais en fait, il y a bien ce qu'on appelle un infléchissement culturel, une enculturation qui est en train de se mettre en place, puisqu'en jouant à la dinette, il est en train de s'approprier des codes culturels qu'on est en train de manger avec des plaques à induction, avec des couteaux, des couverts, des fourchettes. C'est une façon culturelle qui est la nôtre de manger, mais c'est peut-être pas la même à toutes les époques ou dans toutes les cultures ou dans toutes les familles. L'avantage du jeu libre, c'est qu'il peut éventuellement détourner le matériel ou l'utilisation de ce matériel pour se l'approprier dans ses propres codes culturels. Donc, il y a à la fois une possibilité dans le jeu libre de s'approprier des codes culturels avec un infléchissement culturel ou de ramener le jeu dans sa propre culture, alors que dans le jeu dirigé, on demande aux joueurs d'aller dans la direction de celui qui souhaite diriger le jeu. Donc voilà un petit peu les trois types de jeux qu'on va pouvoir utiliser. Et finalement, une fois qu'on a choisi des jeux, on va pouvoir utiliser un type de pédagogie. Ce type de pédagogie va s'orienter plus ou moins du côté du jeu dirigé ou plus ou moins du côté du jeu libre. On pourrait caricaturer en se disant plus ou moins du côté de l'éducation traditionnelle ou plutôt du côté du courant de l'éducation nouvelle, par exemple. Alors,
tout n'est pas blanc ou noir, hein. Le gris est aussi une jolie couleur et on peut se placer au milieu de ces deux extrêmes. Mais quand on mobilise des apprentissages par le jeu, si on se place plutôt du côté d'une pédagogie traditionnelle avec du jeu dirigé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre objectif spécifique, il peut être didactique, il peut être cognitif, il peut être fonctionnel, il peut être comportemental et bien d'autres. Ça veut dire que notre objectif d'apprentissage précède et domine celui du plaisir de jouer. La première chose qu'on veut, c'est pas jouer ou pour faire plaisir, c'est pour mobiliser un apprentissage. Donc l'objectif premier, c'est de mobiliser une compétence, par exemple. Donc si on veut mobiliser une compétence, finalement, ce type de pédagogie, à l'extrême, elle laisse finalement peu de place au choix et au désir. C'est l'enseignant qui va choisir le jeu et qui va, entre guillemets, l'imposer ou le proposer aux enfants sans qu'il ait le choix de son jeu en type de jeu et sans que ça corresponde forcément à son désir du moment, puisque le jeu est sélectionné par le professionnel au regard de l'objectif visé et non au regard des besoins, des intérêts du public visé. Le professionnel va intervenir pour essayer d'assurer le maintien de la règle du jeu choisi, puisque l'enfant ne pourra pas ou l'adolescent ne pourra pas en faire ce qu'il veut, puisque s'il détourne le jeu, s'il le ramène dans ses propres codes culturels, sociaux ou autres, il ne va pas mobiliser l'apprentissage convoité par l'enseignant. Donc, on est obligé de maintenir le jeu dans la règle choisie par le professionnel pour s'assurer que l'apprentissage se met en place. Et donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle d'une pédagogie un peu plus traditionnelle, du courant de l'éducation traditionnelle, qui est une pédagogie du dehors, qui est extérieure au public visé pour rentrer à l'intérieur. C'est une pédagogie plutôt de l'effort avec une posture professionnelle un peu plus interventionniste. Du côté du jeu libre, entre guillemets, si on va voir de l'autre côté, ben là, avant l'apprentissage, notre première intention serait de chercher le plaisir du joueur, le plaisir de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte, de la personne âgée. Et c'est ça qu'on va viser en premier. On sait, parce qu'on est convaincu que de toute façon, dans le jeu, il va y avoir des apprentissages. Donc, si on vise le plaisir en premier pour un groupe d'enfants, ben forcément, hein, le plaisir n'est pas le même pour tout le groupe d'enfants. Donc, il va y avoir plusieurs objets à disposition parce que les enfants n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes compétences, n'ont pas les mêmes besoins. Donc là, on va proposer un panel de jeux, de société, des jeux symboliques, du jeu sensoriel, selon le public visé, pour vraiment répondre à ses besoins, à ses intérêts et à ses compétences. Du coup, on va lui offrir la liberté d'explorer, de choisir lui-même son jeu. De toute façon, on est convaincu que le jeu est éducatif, hein, comme on le disait avec Romuald, et donc finalement, le simple fait qu'il joue va développer un certain nombre d'apprentissages. On va créer, nous, un espace, entre guillemets, un cadre ludique, un cadre sécuritaire, sans que l'adulte n'ait vraiment trop à intervenir. Hein, aide-moi à faire seul. Si on citait, par exemple, le leitmotiv de Montessori, on est vraiment dans cette idée, puisque finalement, quand l'adulte intervient trop, on est en train de pointer du doigt, finalement, une incompétence plutôt qu'une compétence. Et là, on est vraiment dans une pédagogie qui est de l'intérieur vers le dehors, qui part du dedans vers le dehors. On est plutôt sur une pédagogie de l'intérêt, de l'ici et maintenant, où le professionnel est une personne ressource et disponible. On est plus dans le courant des pédagogies nouvelles, hein, qui ont pris racine avec Rousseau, Montessori, Freinet et bien d'autres pour l'origine de cette pédagogie-là. Donc, l'idée, c'est quand on regarde un petit peu, j'ai caricaturé ces deux types de pédagogie, il ne faut pas forcément choisir l'une ou l'autre, hein, mais on peut essayer de se dire les deux peuvent nous enseigner. Finalement, c'est pas parce qu'on a un objectif spécifique, on pourrait quand même avoir plusieurs styles de jeu à disposition pour être quand même dans une pédagogie un peu plus libre. Enfin voilà, on peut inventer du gris dans tout ça. Et donc là, on n'aura pas le temps de faire des applications très, très concrètes, mais voilà, c'est pour vous donner un peu une direction du choix d'objets et du type de pédagogie qu'on pourrait mettre en place pour favoriser les apprentissages. Voilà pour cette dernière et rapide troisième partie. Et peut-être avant de faire un dernier atelier de consolidation, pour conclure, on a pu voir que le jeu avait un lien, voilà, le jeu et l'apprentissage ont un lien depuis l'Antiquité, qui ont connu une valorisation importante au fil du temps, que finalement le jeu trouve des correspondances fortes avec les piliers d'apprentissage. C'est pour ça qu'il est autant convoité depuis le 15e et 16e siècle, hein, parce que indirectement, Erasme ressentait ces 4 piliers, j'imagine, de l'apprentissage sans les formuler lui-même, et que forcément, il peut être mobilisé de différentes façons pour
pour investir et mobiliser des apprentissages. Toutefois, hein, parce qu'on va commencer à force de valoriser le jeu et les apprentissages, il ne faut pas non plus surévaluer le jeu dans les processus d'apprentissage. Et l'année dernière, il y a un auteur, Eric Sanchez, et sa collègue qui ont écrit un livre, Apprendre en jouant, mythes et réalité, parce qu'à force de surévaluer, on ne peut pas tout non plus. Hein. Et d'ailleurs, Gilles Brougère, pour le reciter une troisième fois, écrivait que la logique éducative envisagée à travers le jeu est quand même nécessairement indirecte et incertaine, hein, puisqu'elle est dépendante du point de vue du joueur. Donc voilà, restons modestes aussi dans cette thèse-là. Tout ne peut pas se faire avec le jeu non plus. Voilà, peut-être Timothée, je te relaisse la parole sur ce dernier petit atelier de 2 minutes de consolidation. Juste avant la consolidation, on a eu une remarque de Florence qui dit qu'elle a présenté une séance de création de jeu à partir de Contrario pendant une inspection, donc je suppose qu'elle est enseignante, et que, a priori, l'inspectrice n'était pas ni pour ni contre l'utilisation du jeu, mais qu'elle avait insisté sur le fait qu'il fallait qu'il y ait un apprentissage précis en fait, qui soit ciblé par le jeu. Mais là, c'est aussi parce qu'on n'est pas dans un courant d'éducation nouvelle. C'est un petit peu ce que tu expliquais à la fin de la dernière diapo, non ? Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que, ou alors, c'est pour ça que du coup, d'entre les deux pédagogies, on peut être au milieu. C'est-à-dire que si on veut un objectif très précis, on pourrait croire qu'on est du côté de la pédagogie traditionnelle, mais on peut quand même s'inspirer de la pédagogie de l'éducation nouvelle pour quand même mobiliser un contenu précis. En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Mais du coup, on part sur l'atelier de consolidation. Donc, il va y avoir 3 questions qui vont apparaître. À chaque fois, vous allez avoir réponse A, B, C et D. Et l'idée, c'est que dans le chat, vous allez pouvoir donner la réponse que vous pensez être la bonne. Du coup, on va passer à la première question. Donc, dans la liste suivante, quel est l'intrus ? Okay. Donc, petit a, les sciences contemporaines témoignent d'une possibilité d'apprentissage multiple dans une situation de jeu naturelle et récréative. Petit b, structure du jeu, donc la structure jeu, est un support de motivation dont le contenu peut être modifié pour favoriser un certain type d'apprentissage. Petit c, une situation de jeu permet au joueur de se ressourcer et de remobiliser son attention pour de futurs apprentissages. Et enfin, petit d, la compréhension et l'écriture des règles du cul de chouette suite à une explication par Perceval de Galles permet d'accéder à la vie éternelle. Je vous laisse mettre vos réponses dans le chat, en sachant que le but là, de cet exercice-là, c'est pas forcément que ça soit difficile, c'est simplement de remobiliser les connaissances que vous avez pu acquérir. Donc là, je pense que normalement, la réponse devrait être assez unanime sur cette question-là. Je m'excuse pour ceux qui n'ont pas la référence à la question D, et je vous invite à aller voir le premier volet de Kaamelott qui sort au cinéma bientôt, ou qui est déjà sorti, non, qui sort dans une semaine, il me semble. On va passer à la question suivante, puis comme ça je réagirai au fur et à mesure, parce que je pense que les réponses vont arriver peut-être en décalé sur Facebook avec le délai. Donc la deuxième question, c'est dans la liste suivante, toujours quel est l'intrus ? Donc parmi les 4 piliers de l'apprentissage identifiés par Stanislas Dehaene, nous retrouvons petit a, l'engagement actif, petit b, l'attention, petit c, le retour sur erreur, et petit d, la consolidation. Donc là, l'idée, c'est dans la liste des ABCD, c'est de retrouver quel était l'intrus parmi les 4 qui sont proposés ici. Voilà, on va laisser un petit peu de temps avant de basculer sur la question suivante. Je vais regarder s'il y a déjà quelques réponses sur la première question, mais je pense que ça va arriver au fur et à mesure. Donc on peut avancer à la troisième et dernière question. Donc pour diriger les apprentissages par le jeu, il existe plusieurs approches. Petit a, modifier un jeu existant en rajoutant des contenus précis. Petit b, repérer et utiliser un jeu porteur des compétences que vous voulez transmettre. Petit c, laisser le joueur sélectionner le jeu de son choix. Et petit d, enfermer sa némésis dans un escape game insolvable. Donc, je vous rappelle la question, pour diriger les apprentissages par le jeu, il existe plusieurs approches. Donc je vous laisse encore une fois un petit peu de temps pour répondre à tout ça. Et je pense que de toute façon, les réponses vont arriver au fur et à mesure. Donc on va peut-être pouvoir avancer sur ce temps d'échange et de débat et éventuellement revenir sur les réponses quand elles arriveront. Pour aller plus loin, on vous a mis quelques ressources, notamment des ouvrages en lien avec la conférence qui a eu lieu aujourd'hui.
Donc nous, on propose une formation sur le jeu et l'apprentissage qui s'appelle donc Utiliser le jeu comme outil d'apprentissage qui aura lieu le 25 mai 2022, donc qui aura lieu sur une journée qui sera beaucoup plus conséquente que la conférence d'aujourd'hui. Si vous êtes de très bons lecteurs, à ce moment-là, vous avez Gilles Brougère qui a écrit 2 ouvrages, Jeux éducation et Jouer apprendre, qui ont été publiés en 1995 et 2005, mais qui restent globalement plutôt actuels dans ce qu'ils apportent. Vous avez, il me semble que c'est Cécile Duflot. Colas Duflot. Colas Duflot, pardon. Qui a écrit en 1987 Le Jeu, qui retrace un petit peu l'histoire de Pascal à Schiller, donc un petit peu ce qu'a pu proposer Cédric dans cette première partie. Cédric, il l'avait soulevé quand il s'est présenté, co-auteur du coup sur 100 idées pour faire classe autrement. Donc qui sont vraiment des applications pratiques du comment mettre en place favoriser en tout cas les apprentissages dans vos classes par des moyens un petit peu différents de l'éducation traditionnelle. Et enfin, Sanchez et Romero que Cédric vient de citer sur ne pas surestimer le jeu non plus et le mettre sur un piédestal et permettre de redescendre un petit peu et prendre du recul c'est édité en 2020 donc qui est très très actuel pour le cas. Puis il y a un petit MOOC aussi qui est proposé par l'Université Trois-Rivières au Québec qui vous permet d'être sensibilisé aussi à cette question-là. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller les voir. Du coup, on va passer sur le temps de questions, échanges, débats. Donc, on va regarder un petit peu les questions qui ont été posées. Là, je vois qu'il y a quelques réponses qui ont été proposées. Alors, je ne sais pas exactement à quelle question ça répond. Je suppose que vu qu'il y a 3 lettres, ça va être les 3 réponses dans l'ordre. Donc là, on nous propose B, C, D. Alors, la première question, la bonne réponse, c'était la réponse D, puisque ça ne remobilisait pas du tout les 3 formes qui avaient été présentées par Cédric en première partie, avec le jeu récréatif, le serious game et le jeu libre, puisque le 4e, c'était le jeu abstrait de Perceval de Galles, qui est malheureusement un personnage fictif dans l'univers des légendes arthuriennes. La deuxième question, en fait, il n'y avait pas de bonne réponse parce que toutes les A, B, C, D, tout était juste en fait. C'était les 4 piliers de l'apprentissage qu'on vous avait remis. Donc, il n'y avait pas de bonne réponse sur la deuxième question. Et la dernière, on nous a proposé la réponse D. Alors, la dernière question, pardon, Cédric, est-ce que tu peux enfermer sa amnésis dans un escape game. Oui, c'est ça, qui était encore une fois une petite blague et l'idée, c'était encore, c'est ce que je vous disais, vraiment juste de remobiliser ce que vous aviez vu au fur et à mesure de la conférence. Du coup, je vais regarder un petit peu s'il y a des questions. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions si il y a des points que vous voulez préciser un petit peu plus ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, pourquoi pas. Et voilà, donc on attend un petit peu vos questions. On nous propose un livre qui propose de la nuance aussi, effectivement, qui s'appelle « Apprendre en jouant ». Donc on n'a pas l'auteur qui nous a cité, mais voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés, vous pouvez faire, je pense que vu que vous êtes tous en visio, vous avez votre ordinateur sous les mains, donc vous allez pouvoir rechercher un petit peu si cette question-là vous intéresse, ce livre d'Apprendre en jouant. C'est pas celui, il a le même titre, celui d'Éric Sanchez. Apprendre en jouant, non, c'est un autre. Un livre tout en nu. Effectivement, c'est peut-être ça tout simplement que Anne Petit nous recommande. Peut-être une personne qui confirme et qui a lu ce livre. Exactement. Qui a lu ce livre. Ouais, voilà. Après, il y a beaucoup de merci dans le chat. Donc merci à vous en tout cas de nous avoir suivis et d'avoir assisté à cette conférence-là. Merci au Flip d'avoir créé avec nous en tout cas cette opportunité de vous faire découvrir en tout cas ce que nous on propose et notre amour du jeu libre et de l'apprentissage et tout ça. Je vois qu'il y a une autre remarque peut-être. Il y en a qui disaient que ça y est, on a la pression avant d'avoir les questions à la fin. Bon, vous voyez finalement c'était pas si difficile que ça de remobiliser tout ça. Nous parler de la peur de l'erreur aussi, avec l'analysis paralysis qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà. Bon, s'il n'y a pas forcément d'autres retours, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'espère que cette conférence vous a plu. Je ne sais pas, Cédric, si tu veux rajouter quelque chose. Rien de plus. En tout cas, merci. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous depuis Lyon. Et au plaisir
de venir vous voir au Flip l'année prochaine, je l'espère. Oui. Ouais. Avec un direct qui ne sera pas en duplex. Bon, Oui. merci à tous du coup et bonne fin de soirée, bon jeu et bons apprentissages.